Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bonsoir Bernard-Michel Boissier. Eh bien, bonsoir. Je vous remercie. On peut lancer la vidéo. Bonjour à tous. Les mystères du cerveau enfin révélés. Cette conférence est la suite très attendue de la conférence événement Tout ce que l'on ne vous dit pas sur le cerveau, dont la vidéo a été diffusée sur YouTube et plus d'1 million de personnes l'ont vue. Ce sont les très nombreux commentaires élogieux, encourageants pour le plus grand nombre, mais aussi des critiques, des contradictions fondées sur des arguments scientifiques qui m'ont décidé de donner une suite à ma conférence. Les très importantes découvertes des neurosciences, pour certaines très récentes, viennent accréditer la plupart des présupposés et des théories que j'ai exposées dans ma première conférence. Au cours de cette conférence, je développerai les principales oppositions et complémentarités entre les neurosciences et la neuroscience, un sujet que vous attendez tous. Mais que savons-nous aujourd'hui du cerveau? Nous savons beaucoup de choses, mais la relation du cerveau et de l'esprit demeure une énigme non résolue par les sciences. Aussi, je développerai pour vous très largement tout ce que l'on sait aujourd'hui du cerveau et de l'esprit. Grâce aux fulgurants progrès des techniques de la neuroimagerie, les scientifiques ont fait des découvertes, ou plutôt des redécouvertes, pour le moins inattendues. Le cerveau fonctionne au rythme des marées, selon le flux et le reflux du rythme de la respiration. La plus grande découverte très récente est sans conteste la rythmicité des marées, retrouvée dans le cerveau avec des grandes vagues, des flux, des reflux du liquide céphalorachidien qui déferlent, traversent en permanence le cerveau. De grandes vagues qui font le nettoyage du cerveau en profondeur et qui évacuent vers les profondeurs océaniques de l'inconscient toutes les charges émotionnelles. L'influence du Soleil et de la Lune sur le fonctionnement du cerveau. Au cours de cette conférence, vous découvrirez l'influence du système solaire, une véritable astronomie intérieure, sur le rythme du cerveau. Le fantastique processus d'autotransformation du système nerveux et du cerveau. La deuxième grande découverte est le processus d'autotransformation du cerveau et son rôle sur la plasticité neuronale qui vient bouleverser notre vision du monde. L'entraînement à la méditation intensive de moines tibétains et de moniales chrétiennes lève le voile sur les mystérieux pouvoirs du cerveau. Une autre très grande découverte porte sur le rôle clé du cortex préfrontal, de la capacité naturelle du cerveau de sélectionner toutes les pensées, les apprentissages, les souvenirs, les informations, les sentiments positifs et négatifs, et du surprenant pouvoir de faire le vide dans le mental et l'esprit. Le rôle dévastateur du stress sur le bon fonctionnement du cerveau. Au cours de cette conférence très attendue par le plus grand nombre, je développerai à partir d'exemples vécus une très sérieuse étude sur le rôle dévastateur du stress sur le fonctionnement du cerveau et de ses terribles ravages sur la santé. Ces dernières années, un bon nombre d'études scientifiques ont ouvert la voie à de très grandes innovations, à une plus grande ouverture d'esprit dans la recherche, particulièrement sur le cerveau et l'immunité, un sujet brûlant d'actualité. Je souhaite enrichir ces dernières découvertes issues des neurosciences pour les intégrer à ma méthode d'entraînement du cerveau.
n'entends pas. J'entends. Dis-lui. Hein? Dis-lui. Tu lui dis pas. Sans rien. Qu'est-ce qui se passe? Chut alors. Oh là là. Dis quelque chose. C'est à cause de nous? Oh, c'est grave, qu'est-ce qui se passe? Dis quelque chose. Oui? Eh bien, Sophie, mais moi, je ne t'entends pas. Ah, j'avais. Alors, je vous présente mes excuses. Voilà, voilà. Voilà, je vous présente mes excuses. Pardon. Pendant la. Moi, Voilà. Donc, j'ai parlé. On était dans un monde ailleurs. On était dans un monde ouaté, feutré. Il n'y avait pas de son, il n'y avait que de belles images. Eh bien, oui, bonsoir Sophie et bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir à tous et à toutes. Donc, je représente mes excuses. En fait, pendant le passage du film de présentation de cette seconde conférence sur tout ce qu'on ne vous dit pas sur le cerveau, j'avais coupé mon micro pour pas du tout faire d'interférence. Et voilà. Ok, très bien. Donc, je disais, tout ce qu'on ne vous dit pas sur le cerveau. Donc, Bernard-Michel Boisier, vous nous avez fait une superbe conférence il y a 4 ans, en 2006. Oui, c'est ça, oui, bien sûr. Qui a fait plus d'1,2 million de vues sur YouTube. 1,3 million. Oui, voilà, c'est ça, 1,3 million. Et donc, les gens étaient en demande aussi pour avoir une suite, puisqu'en 4 ans, beaucoup de choses ont bougé et vos recherches ont fait que vous avez encore beaucoup de choses à transmettre. Oui, alors en effet, en 2016, il y a eu, depuis 2016, il y a eu énormément de découvertes. Et on va voir que les choses ne sont pas aussi simples que nous le souhaiterions ou que les choses sont présentées de façon très habituelle. Voilà. Bon. Alors, en effet, bon, depuis 2016, il y a eu beaucoup de choses qui ont été prouvées et démontrées et que j'avais avancées dans ma conférence. Alors pourquoi? Parce que j'ai une formation qui est un peu particulière par rapport à ce qu'on appelle les neurosciences. On va le voir, d'ailleurs, vous l'avez vu tout de suite au départ, les neurosciences et la neuroscience. Eh bien, en effet, alors, quand on parle de neurosciences, Sophie, tout le monde a entendu parler des neurosciences. Oui. Le cerveau, on en parle partout. Là, j'ai vu, par exemple, par curiosité, par rapport aux mails que je reçois tous les jours, il y a actuellement, chaque soir, un webinaire, une webconférence sur le cerveau. Qu'est-ce qui attire donc tant les gens avec ce cerveau? Parce que vous savez, quand on tient un cerveau dans les mains, ce qui m'est arrivé pendant de nombreuses années, eh bien, je peux vous dire qu'il n'y a rien d'extraordinaire. C'est une masse gluante qui est d'un volume extrêmement réduit, puisque il est de 1300 à 1450 grammes. Alors, on n'est plus à 50 grammes près. Vous avez des cerveaux qui pèsent très lourd, d'autres qui sont très petits, très ramassés sur eux-mêmes, et ça n'a absolument aucune indication sur l'intelligence. Aucune. L'homme qui avait le cerveau le plus petit, après son autopsie, il s'appelait Anatole France. Je pense que ce personnage, si vous ne le connaissez pas, vous regardez sur Internet, on trouve tout sur Internet, c'est formidable. C'est un grand fourre-tout, on y trouve tout.
vous allez trouver Anatole France, c'est un très, très grand auteur, absolument, et il avait un cerveau qui était guère plus gros que celui d'un enfant. Et pourtant, il était d'une intelligence prodigieuse, d'une intuition extraordinaire, d'une sensibilité. Ce qui prouve que ça va remettre un petit peu ce soir pas mal de choses en question. En question. Ok. Voilà. Alors, donc, en effet, qui n'a jamais entendu parler des neurosciences et du cerveau? Alors, par contre, de la neuroscience, vous en avez peut-être entendu parler parce que je m'aperçois dans les conférences aujourd'hui qu'il y en a qui utilisent ce terme, et pourtant, les neurosciences et la neuroscience, Sophie, Oui. ont une histoire. Voilà. Alors, c'est cette histoire que je vais vous raconter ce soir. Alors, en effet, nous sommes au 19e siècle. Alors, les neurosciences ont pour héritage, ce sont les héritiers des sciences biologiques et de la médecine du 19e siècle. Et qui avaient une particularité, c'est qu'ils étaient dans un déterminisme et un matérialisme absolu. En effet, comment dirais-je, les neurosciences et la neuroscience n'étaient pas séparées. C'était des disciplines scientifiques. L'un travaillait sur la biologie et l'autre était beaucoup plus axé sur toute la dimension de ce qu'allait être la conscience, de ce qu'on allait parler plus tard. Alors, d'abord, il y a une première chose, pour comprendre les oppositions qu'il y a entre les neurosciences et la neuroscience, il faut remonter à la découverte des neurones. Nous sommes en 1883 et on va avoir, comment dirais-je, l'intelligentsia de l'époque va fixer un dogme, tu peux le montrer, le dogme de la fixité du cerveau et également du système nerveux. Alors, en effet, qu'est-ce que c'est que ce dogme? Eh bien, c'est une croyance absolue pour les sciences du cerveau. Autrement dit, tous ceux qui travaillent sur les études du système nerveux. Attention, il y avait de très grands progrès au 19e siècle, puisque c'est la période où on va découvrir les réseaux de neurones. Alors, il faut savoir que dans notre cerveau, nous avons 100 milliards de neurones. Nous avons entre 1000 et 5000 milliards de cellules nerveuses qui les protègent, qui les accompagnent, qui les aident dans leur travail. Alors d'abord, les neurones, ce sont des éléments constructeurs du cerveau. Alors, il y a un dogme qui est inébranlable, vous le voyez d'ailleurs marqué, c'est la fixité du cerveau. Je dirais que c'est la fixité surtout des neurones. Alors, en effet, nous avons ce dogme qui va précéder un autre dogme que l'on va voir apparaître sur notre slide. Voilà, c'est le dogme des 3N. 3N, ça veut dire quoi? Non aux nouveaux neurones. Alors, quand on parle de dogme inébranlable, il faut savoir qu'il y a un interdit. Autrement dit, cet interdit, c'est aucun professeur de sciences ou de médecine n'a le droit de remettre en question la fixité du cerveau. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois que le cerveau est entièrement construit, il ne peut pas y avoir du tout d'extension. Autrement dit, le cerveau possède un capital une fois pour toutes de neurones, aujourd'hui 100 milliards. Hier, bien sûr, au 19e siècle, on n'était quand même pas sur des chiffres aussi élevés, mais ça n'a aucune espèce d'importance. Ça veut dire qu'un cerveau était une entité qui était figée une fois pour toutes
pour l'existence. Et que nous avions un certain nombre de neurones, nous avons dit 100 milliards pour aujourd'hui, et qu'il ne peut pas y avoir de nouveaux neurones. Voilà. Et alors, il faut savoir que ce dogme était un interdit d'enseignement. Et nous allons voir que la neuroscience va en fait enfreindre cet interdit. Et ça devient très intéressant. Pourquoi? Alors, c'est un certain Raymond Cajal. Nous allons le voir apparaître en photographie. Voilà, Raymond Cajal, c'est un homme qui est, comment dirais-je, d'abord c'est un prix Nobel de médecine, et c'est lui qui a mis en évidence les réseaux de neurones. Il faut savoir que chaque neurone, 100 milliards, se connecte à... Il y a une chose qui est très importante, c'est que, je ne sais pas Sophie, comment se fait-il que les trois sujets que je vais faire sont passés en même temps. C'est allé très vite, je vais revenir en arrière. Oui, parce que ça n'a rien à voir du tout. Il faut bien faire attention. Voilà, nous avons fait pour vous, voilà, apparemment, ce slide. Bon, alors c'est pas grave. Allez, on va travailler avec. Alors, pour l'intelligentsia de l'époque, seule la matière existe et la réalité est substance et énergie. Et pour l'intelligentsia de l'époque, vous avez la deuxième ligne, l'homme est le produit de l'évolution et est soumis au déterminisme et au hasard. Voilà quelle est la forme d'enseignement dans les sciences et dans la médecine au XIXe siècle. Les neurosciences vont hériter de ces principes que vous voyez apparaître sur l'écran. Alors, vous avez un homme qui s'oppose, qui va dire « je ne suis pas d'accord ». Et alors, c'est William James, et je vais te demander de maintenant, nous allons aller dans, allons-y. Voilà, donc nous avons le cerveau encore. Voilà, un par un, s'il te plaît. Voilà. Vous avez vu, vous allez le voir en photographie, vous l'avez peut-être même vu en photographie, c'est William James. Alors, William James, qui est-il? Alors, il est un des plus grands savants du monde. Il est le fondateur de la neuropsychologie. Qu'est-ce que c'est que la neuropsychologie? C'est la science du cerveau qui étudie les réactions du cerveau en cas de maladie cérébrale ou en cas d'accident. Et donc, quand il y a un accident cérébral, des lésions, des accidents vasculaires, qui étaient naturellement bien connus à l'époque. Alors, il faut savoir que lui, il est en désaccord complet. Ce William James, il est titulaire de la chaire de neuropsychologie de la faculté de médecine d'Harvard et il, comment dirais-je, il fait des autopsies de cerveau tous les jours. Et vous allez voir ce qu'il va découvrir. Donc, alors, il pulvérise cette fixité du cerveau. Tu peux continuer, s'il te plaît. Voilà. Pour William James, l'homme ne se réduit pas à la seule matière et aux théories de l'évolution de Darwin. On peut continuer et on va voir que justement, c'est ainsi, on continue. Le monde extérieur pour William James, alors attendez, il est en désaccord complet avec l'intelligentsia de l'époque. Le monde extérieur est le reflet du monde intérieur. Alors qu'est-ce que c'est que le monde intérieur? Eh bien, William James va nous le faire savoir, il va nous le faire connaître. Vous allez être très, très, très surpris, en effet. Alors, maintenant, que dit l'intelligentsia? Regardez, voilà ce que dit l'intelligentsia à propos de l'esprit. En effet, William James considère que c'est l'esprit qui domine le monde extérieur. Pour l'intelligentsia, l'esprit est une illusion générée par la complexité
de l'organisation de la matière. Alors, attention, tout ce que je vous dis là, tout ce qui est écrit sur les slides, c'est véritablement l'histoire de la science du cerveau et de l'esprit que je vous rapporte fidèlement. Alors, pour William James, il va réagir. Il va bien sûr ne pas être d'accord, et on va voir qu'il va dire que l'esprit est une force dynamique qui est invisible. En effet, le gros problème pour les sciences, la biologie et la médecine du XIXe siècle, et puis pour les neurosciences d'aujourd'hui, c'est que l'esprit est invisible. Or, à partir du moment où l'esprit est invisible, ça veut dire que cette force dynamique dont parle William James, attendez, nous sommes en 1898, chers amis. L'esprit est une force dynamique. On a l'impression qu'on assiste à une web-conférence d'aujourd'hui, avec un conférencier qui va nous apprendre, qui va nous montrer ce qu'est l'esprit. Eh bien, voilà ce que dit William James, du haut de sa chaire, à la faculté de médecine d'Harvard, l'esprit est une force dynamique invisible, d'une puissance inimaginable, non, qui crée, on peut revenir en arrière, qui crée, anime et organise le vivant. Alors, maintenant, on va quitter ce slide et je vais vous lire, ça dure quelques minutes, ou c'est même pas, c'est quelques secondes. Voici ce qui a été trouvé à la faculté de médecine d'Harvard dans les années 2000. On a trouvé en effet un texte de M. William James à propos justement de ce qu'il dit de la relation du cerveau et de l'esprit. Le cerveau est le tissu nerveux. On a l'impression d'être en 2020. Le cerveau est le tissu nerveux, c'est-à-dire les neurones qu'on vient de découvrir, semble doué d'une extraordinaire capacité de plasticité. Pour William James, il a constaté qu'il y avait des cerveaux qui étaient en expansion. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un cerveau en expansion? Ce matin, cette question m'a été posée et voilà ce que j'ai répondu. Un cerveau en expansion n'est pas une question de volume. L'expansion, ce sont les interconnexions des neurones entre eux. Autrement dit, M. William James va se rendre compte, en faisant des autopsies sur plusieurs années, qu'il n'y a aucun cerveau identique. Autrement dit, chaque cerveau appartient à une personne unique. William James est donc très en avance sur son temps, puisqu'il a 100 ans, il a plus de 100 ans d'avance par rapport à ce que nous racontons aujourd'hui. Vous entendez tout ça aujourd'hui sur YouTube, dans les webconférences, les webinaires auxquels vous pouvez participer. Vous entendez cela. Mais c'est un discours qui date de 1898, ce que je vous raconte. Autrement dit, il va se rendre compte, en faisant des autopsies de cerveau, qu'il y a certaines personnes, mais en très petit nombre, qui ont une expansion de leur système neuronal, ce qui est catégoriquement refusé par l'intelligentsia. Et d'autres, le plus grand nombre, sont avec un petit peu d'expansion ou peu d'expansion. Et puis vous avez un petit nombre ou un nombre qui est significatif d'une rétraction. Au lieu d'avoir une expansion du système nerveux, du système neuronal, ils ont une rétraction de leur système neuronal, ce qui sera naturellement une rétraction du cerveau. Alors, il est intuitif. Il se dit, mais ça veut dire que chaque cerveau est unique. Alors aujourd'hui, les neurosciences butent dans toutes leurs découvertes
Et dans toute leur recherche sur le cerveau, à cause de cette unicité de cerveau. Autrement dit, chaque cerveau est unique. Monsieur William James, en 1898, va s'en rendre compte. Il va charger une petite équipe de doctorants pour aller faire une enquête. Qui sont les personnes qu'il a autopsiées? On n'est pas avec des SDF. Je vous dis tout de suite, ce sont des gens qui sont en retraite, qui ont des situations, ce sont des gens qui ont des accidents vasculaires, des maladies graves du cerveau, et il va y avoir une surprise. Toutes les personnes qui ont un cerveau en expansion neuronale, c'est-à-dire l'expansion, c'est pas un volume du cerveau. On a l'impression, quand on nous parle de neuroplasticité aujourd'hui, que c'est un cerveau qui grossit ou qui serait. Ah non, se rétracte, on n'en entend jamais parler. Mais non, ce sont des interconnexions neuronales. Quand vous vous imaginez que vous avez 9500 neurones qui naissent par seconde dans la construction du cerveau pendant près de 6 mois. Donc, ces interconnexions, alors pour l'intelligentsia, ça s'arrête là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le cerveau s'est construit entièrement, et que le système nerveux est en place, il est figé une fois pour toutes. Le vieillissement cérébral ne sera dû uniquement qu'à un épuisement du capital des neurones. Objection, nous dit M. William James. Il ne croit pas en cela. Alors, il va s'apercevoir que tous les gens créatifs ont une expansion du système neuronal. Il va s'apercevoir aussi que tous les gens curieux qui sont en recherche de nouveautés vont avoir un cerveau beaucoup plus en expansion que ceux qui sont dans une routine quotidienne. La routine quotidienne va laisser un cerveau sans une expansion particulière. Si par contre, il y a ce que l'on appelle la psychorigidité, autrement dit, des gens qui sont très rigides, qui sont, comment dirais-je, très déterminés sur leurs croyances, sur leurs opinions, il assiste à une rétraction dans les autopsies, à une rétraction de leur cerveau. Ça, chers amis, vous ne l'entendrez jamais et nulle part. Et pourtant, tout ceci que je suis en train de vous dire se trouve à la bibliothèque de la faculté de médecine d'Harvard, mais n'y rentre pas qui veut dans toute cette partie poussiéreuse qui date de ce 19e siècle. William James continue. La structure même du cerveau, il va beaucoup plus loin, mais ça a été la guerre, attendez, ça a été une violence, une controverse d'une violence. Il s'est attaqué, évidemment, à l'intelligentsia. La structure même du cerveau et de ses annexes peut se transformer par une influence de l'esprit. C'est lui qui écrit ça en 1898 et ça se trouve à la faculté de médecine d'Harvard. L'esprit est tellement puissant, dit-il. Il répond à l'intelligentsia. L'intelligentsia dit, l'esprit, c'est une illusion qui est générée par la complexité de l'organisation de la matière. Objection, dit M. William James, du haut de sa chair. L'esprit, je dis bien, l'esprit est tellement puissant que la matière, la substance, la structure, cède toujours à son influence. Pour M. William James, c'est donc l'esprit, cette force dynamique invisible qui crée, qui anime. C'est elle qui dirige, qui oriente les fonctions de notre cerveau. Une violente polémique concernant le cerveau et l'esprit, naissance de la neuroscience en 1901. Autrement dit, qu'est-ce que la neuroscience? Eh bien, c'est la science
qui va se détacher de l'intelligentsia, puisqu'il faut savoir que l'interdit universitaire va durer 100 ans. Autrement dit, aucun professeur de sciences ou de médecine n'a le droit de remettre en question ce que l'intelligentsia a décrété, c'est-à-dire un cerveau, un système nerveux, c'est figé une fois pour toutes à la sortie de l'enfance. À cette époque-là, ce que tu appelles, Bernard Michel, l'intelligentsia, c'est les neurosciences. Alors, non, les neurosciences n'existent pas. Les neurosciences, okay. Alors oui, c'est une très bonne question. Les neurosciences, il faut savoir que les neurosciences vont. Alors, ça va être un héritage de cette intelligentsia, mais il s'est quand même passé quelque chose, c'est que 100 ans plus tard, en 1998, ce n'est pas sur les slides, mais ça n'a aucune importance, 1998, un jeune neurologue argentin se trouve à la faculté de médecine d'Harvard. Nous sommes en 1998, 100 ans plus tard. Pourquoi est-il allé à la faculté de médecine d'Harvard? Il est allé parce qu'il est convaincu, il a entendu parler probablement de cet institut des sciences du cerveau et de l'esprit de la faculté de médecine d'Harvard. Or, son père, qui a 80 ans, qui est un homme formidable, qui est un artiste, qui danse toute la journée dans son jardin depuis qu'il est en retraite, et qui est médecin en retraite, un matin se réveille entièrement paralysé d'un côté. En effet, il vient d'avoir dans la nuit ce qu'on appelle un accident vasculaire cérébral. En 1998, il n'y avait aucune chance de récupération des accidents vasculaires cérébraux. Aucune. Là, ce sont les neurosciences, là. 1998, puisque les neurosciences naissent à la fin des années 60. Mais elles naissent parce qu'elles vont s'associer à ce qui sera l'intelligence artificielle. Donc là, on pourrait en parler très longtemps, mais ça ne c'est pas d'une grande utilité. Je pense que cette histoire va être intéressante parce qu'elle va nous apporter des preuves de la suite de ce que je vais raconter, parce que je peux raconter n'importe quoi, moi aussi. Or, en 1998, donc, il va à la faculté de médecine d'Harvard et il tombe sur le document. Mais cette fois-ci, c'est un dossier complet où M. William James montre qu'avec des exercices d'entraînement du cerveau, oui, vous m'entendez? Nous sommes en 1898, il parle d'entraîner le cerveau parce qu'il a décrit 3 pouvoirs du cerveau qui vont concerner ce jeune neurologue. Le premier pouvoir du cerveau, c'est la transformation. Allez, la transformation de quoi? Ben, des neurones et du cerveau. Deuxième pouvoir sur lequel les neurosciences ne sont même pas encore aujourd'hui. Le deuxième pouvoir, c'est la régénération du cerveau. Ça y est, le jeune neurologue a la réponse. Donc son père doit pouvoir, son cerveau doit pouvoir se régénérer. Et alors là, il va absorber tout le dossier. Il n'a pas le droit de sortir. Il va le lire pendant des semaines. Il va prendre des notes. Et il va s'apercevoir, avant tout le monde, que nous avons un cortex préfrontal dont on parlera tout à l'heure. Il va mettre en application les techniques d'entraînement du cerveau que vous allez retrouver dans ma méthode. Il va tout simplement retrouver toutes les techniques qui permettent au cerveau de se transformer, aux neurones de pouvoir se reproduire et d'aller réparer des régions qui sont détruites. Quel est le résultat? Le cerveau dispose
de 3 grands pouvoirs inconnus des sciences. Le premier, autotransformation. C'est ce que l'on appelle communément la plasticité, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Alors les neurosciences, ça y est, ils sont d'accord. Ils ont découvert que les neurones se transformaient. Alors maintenant, il n'y a pas très longtemps qu'ils acceptent les nouveaux neurones, je peux vous le dire. Hein. C'est depuis le début des années 2000. Hein. C'était auparavant, les neurones ne se reproduisent pas. Et alors, que va-t-il se produire? Il va découvrir que le cerveau a un pouvoir de régénération et un pouvoir d'auto-reconstruction. Ceux qui ont lu mon livre, La porte de l'intuition, ont toutes ces histoires-là, et j'ai appliqué moi-même. J'ai appliqué moi-même les conseils, les consignes, les techniques, les exercices que propose William James, et je suis sorti, je ne peux pas dire guéri, mais je suis sorti auto-transformé. Je suis sorti de l'hôpital auto-régénéré. Et j'ai eu une auto-reconstruction d'une jambe qui était démolie complètement. La pensée, la conscience et la pensée ne sont que d'une manifestation de l'activité cérébrale, nous disent l'intelligentsia du XIXe siècle. Mais attendez, pardonnez-moi, mais aujourd'hui, 75% des neurobiologistes vous diront que pour eux, la conscience et la pensée ne sont que des substances qui sont des manifestations de l'activité des neurones. Objection, objection, dit monsieur William James, et on peut prendre cette objection aujourd'hui envers les neurosciences qui sont quand même très déterministes et très matérialistes parce qu'elles sont héritières de la biologie et de la médecine du XIXe siècle. Alors attention, elles sont très utiles. Sans elles, il n'y aurait pas les grandes découvertes scientifiques. S'il n'y avait que la neuroscience avec la science du cerveau et de l'esprit, il n'y aurait aucune grande découverte scientifique. Alors par contre, la neuroscience va se nourrir justement de cette science qu'elle conteste. Puisque c'est cette science qu'elle conteste qui va tout au cours du XXe siècle faire de très importantes découvertes. Ou des redécouvertes. Ainsi, la plasticité cérébrale et des neurones, c'est 1898. Donc c'est une redécouverte. Alors William James, il conteste cela, parce que tous les neurologues, tous les neuroscientifiques, tous ceux de l'époque disent la conscience et la pensée ne sont qu'une manifestation de l'activité des neurones. Objection, nous dit William James du haut de sa chair qu'il va perdre, car les travaux qu'il va lancer à l'université d'Harvard, qui vont aller jusqu'à Nancy et jusqu'à Karlsruhe en Allemagne. Qu'est-ce qu'il dit? Il va contester ce que viennent de dire les gens qui sont dans le dogme inébranlable de la fixité du système nerveux et du cerveau et du refus d'avoir des nouveaux neurones. La plus grande découverte de notre génération est de s'apercevoir que c'est en changeant notre façon de penser que nous transformons notre vie. Eh bien, c'est William James, 1901. La neuroscience vient de naître. Voilà. Alors, ça c'est un neurone. Voilà. Alors, nous en avons 100 milliards comme ça dans notre cerveau, mais il faut savoir que pour beaucoup de gens qui s'intéressent au cerveau, nous n'avons les neurones que dans ce qu'on appelle la matière grise, c'est-à-dire les deux hémisphères du cerveau qui auraient dans leur partie superficielle,
partie haute, qu'on appelle le cortex cérébral. En effet, le cortex cérébral, il est constitué de neurones, mais il faut savoir qu'il y a 7 couches de neurones superposées. Et puis, il y a autre chose, c'est que grâce aux neurosciences tout de même, on a découvert qu'il y avait une quantité très impressionnante de noyaux de neurones partout disséminés dans le cerveau. Mais on va voir que la neuroscience avait une connaissance de ces noyaux disséminés, évidemment, n'avait pas la connaissance d'aujourd'hui, il n'y a pas la neuroimagerie, hein, mais ils avaient une connaissance intuitive. Et nous allons voir que tout ce qui est dans le cerveau se trouve, vous allez voir qu'il y a des neurones disséminés partout, et que c'est comme ça que l'on va découvrir le mécanisme des marées dans le cerveau. Alors, si on se pose une question, que savons-nous du cerveau aujourd'hui? Merci de me faire rajouter aujourd'hui. Alors, nous savons beaucoup de choses. Vous allez le voir apparaître juste derrière. Nous savons beaucoup de choses. Alors, c'est ce beaucoup de choses qui va nous intéresser. En effet, nous sommes dans les années 1990 et l'un des plus grands neuroscientifiques du monde, qui s'appelle John Eccles, qui est un homme qui était un héritier farouche de cette intelligentsia du XIXe siècle. Il défendait bec et ongle le darwinisme, la théorie de l'évolution de Darwin. Il défendait la fixité cérébrale. Pour lui, il n'y avait pas de nouveaux neurones qui pouvaient apparaître. Alors, évidemment, c'était avant que les neurosciences redécouvrent la plasticité du système nerveux et du cerveau. Alors là, les neurosciences redécouvrent la plasticité neuronale et cérébrale, bien sûr. Alors, quand je dis nous savons beaucoup de choses, on arrête là, parce que Monsieur John Eccles va avoir une révélation. Vous voyez qu'un grand scientifique peut avoir des révélations. Il a une révélation qu'il va qualifier d'intuition fulgurante, et il se réveille d'un demi-sommeil. Il avait fait une sieste. Il se réveille d'un demi-sommeil et il va tout d'un coup réaliser qu'il s'est trompé depuis le début. Et qu'il va à ce moment-là découvrir tous les travaux de William James, et il va consacrer, alors qu'il est l'un des plus grands neuroscientifiques du monde, hein, c'est lui qui a découvert les synapses dans les neurones, dans les circuits de neurones. Et donc là, Monsieur John Eccles va donc consacrer sa vie à la conscience et à la pensée. Il lui reste une dizaine d'années. Il est vraiment maintenant complètement pris par la neuroscience, mais il restera un scientifique quand même comment dirais-je, qui est issu des neurosciences. Il va donc travailler sur la dimension de la conscience. Et avant de mourir, il voulait avoir une réponse qui aurait naturellement apporté une illumination de son existence. Alors, il n'est pas contesté, parce qu'il est trop important. Mais il est évident que sous le manteau, on le critique. La conscience, pour eux, c'est pour 75% des neuroscientifiques, la conscience, c'est une production neuronale du cerveau. Alors là-dessus, monsieur le professeur Eccles, prix de Nobel de médecine, va se dire, mais qu'est-ce que la conscience? Et donc, pendant des années et des années, il va chercher comment dirais-je, à découvrir dans les cerveaux, dans les neurones, dans les systèmes nerveux, sans rien découvrir du tout. Il découvre, alors il se pose la question, qu'est-ce que la conscience et qu'est-ce que la pensée?
Et puis, il arrive, en étant au crépuscule de sa vie, d'où vient la conscience. Et enfin, juste avant de quitter ce monde, il s'est posé la question, mais où va? Où va la conscience? Où va la pensée après la vie? Je pense qu'il a dû avoir la réponse au moment où il est passé dans ce que les alchimistes appellent une grande transmutation. C'est-à-dire le passage d'un monde dans un autre. Alors, les neurosciences vont redécouvrir dans les années 2000 la plasticité neuronale, mais surtout cérébrale. Neuronale, ça va être un tout petit peu plus tard. Alors, en effet, de nouveaux neurones remplacent les anciens neurones, oui, mais avec beaucoup d'hésitation. Alors, par contre, ce que nous savons aujourd'hui, c'est que si nous faisons travailler une région du cerveau, nous avons une renaissance de neurones. Autrement dit, ce qu'avait constaté William James et naturellement tous les savants qui l'ont suivi, c'est que si l'on travaille, si l'on entraîne le cerveau, nous allons naturellement agir sur certaines régions spécifiques, ce que nous allons découvrir tout au cours de la soirée. Voilà. Alors, les nouveaux neurones vont remplacer les anciens, mais ce n'est pas du tout une évidence, c'est un petit peu comme l'expansion, cela. C'est-à-dire que pour qu'il y ait de nouveaux neurones, il faut qu'il y ait un état d'esprit qui soit juste. Autrement dit, c'est l'état d'esprit qui va, comment dirais-je, diriger tout cela. Il va diriger la plasticité, les nouveaux neurones, et c'est la condition absolue, c'est en il le dit d'ailleurs, il le dit, regardez, il le dit, c'est en transformant notre manière de penser que nous pouvons transformer notre vie. Qu'est-ce que c'est qu'un état d'esprit? C'est une manière de penser. Alors, on vous parle tout le monde parle de pensée positive, de pensée négative. Enfin, vous sachiez qu'à peine 1% de l'ensemble de cette activité des pensées qui ne sont pas dans la dimension consciente du cerveau accèdent à la conscience. Donc, quand vous dites j'ai des pensées positives, c'est moins de 1% de l'activité de vos neurones. Alors, des nouveaux neurones, bien sûr, vont remplacer les anciens. Une redécouverte, voilà, c'est qui va venir bouleverser notre vision du monde. Attendez, avec un entraînement régulier du cerveau que l'on va vous proposer aujourd'hui, puisque si je vous dis ça, c'est qu'on va passer à la partie pratique. Parce que si je suis dans une partie théorique, mais vous avez perdu votre temps, puis moi aussi. Alors, en effet, mais par contre, il y a une chose. Ah, la relation du... Ah, on est sur l'ancien... Non, mais la relation du cerveau et de l'esprit va demeurer encore aujourd'hui. Aujourd'hui, 24 septembre 2020, l'esprit demeure toujours une énigme qui n'est pas résolue par les sciences. Pourquoi? Mais c'est ce que dit William James, il donne la réponse à l'intelligentsia. Il dit, comment voulez-vous que ce qui relève de l'immatérialité, l'esprit n'est pas une substance, n'est pas une matière. On ne peut pas prouver l'esprit. Personne n'a jamais vu l'esprit. Vous m'entendez, chers amis? Pas plus moi que d'autres. Hein. Moi, j'ai jamais vu l'esprit. Mais c'est une question de croyance. Autrement dit, si nous croyons que l'esprit existe, nous avons à ce moment-là, nous allons aller dans une dimension qui va nous permettre d'être dans une vie intérieure. Alors, il nous le dit, monsieur William James, comment voulez-vous que ce qui est matière et ce qui est substance, en effet,
l'activité neuronale. Le cerveau est matière et substance. C'est une entité, le cerveau. Comment voulez-vous que quelque chose de matériel puisse produire de l'immatérialité? Alors là, je crois que celui qui va nous le démontrer n'est pas né. Donc, alors voilà, avec la relation du cerveau et de l'esprit, c'est Monsieur Eccles qui va nous dire juste avant de mourir, avec la relation du cerveau et de l'esprit, c'est le mystère des origines de la vie qui serait levé. Alors, monsieur le professeur Eccles a été interviewé dans une radio suisse quelques mois avant de quitter ce monde. Le journaliste lui a posé une question. Professeur, vous qui avez travaillé toute votre vie sur le cerveau, bien sûr, aujourd'hui, on connaît tout du cerveau. Le professeur Eccles a demeuré très silencieux, est demeuré très silencieux, pardon, et il a répondu, voyez-vous, cher monsieur, dans la teneur de votre question, c'est ce tout qui me donne le vertige. Voyez ce que c'est qu'un cerveau d'humain? Si un des plus grands neuroscientifiques du monde dit rien que de me dire que nous connaissons le tout du cerveau aujourd'hui, ça me donne le vertige. Et il a continué en disant aujourd'hui, voyez-vous, notre connaissance que nous avons de cette entité très complexe, la plus complexe de tout l'univers, c'est lui qui a dit cela. Il a dit, si ce tout, sachez que pour moi, la recherche sur le cerveau, ce que nous connaissons du cerveau, c'est la connaissance que nous avions de l'astronomie à l'époque de Newton. Autrement dit, ça veut dire que nous sommes dans les premiers balbutiements de la recherche sur le cerveau. Donc voilà, chers amis, maintenant nous allons changer de sujet et nous allons passer à un sujet. Oh, quelle belle image! Regardez. Alors, vous voyez ce point lumineux-là, ce point lumineux qui est connu depuis très longtemps, puisqu'il était connu il était connu par les alchimistes de la Renaissance. Il a été décrit par Descartes de façon un petit peu trop, quelque part, un peu matérialiste. C'est la glande pinéale. Alors pourquoi je vous parle de la glande pinéale? Alors vous avez certainement entendu parler, moi j'ai vu qu'il y a eu beaucoup de conférences, beaucoup de webinaires qui ont été proposés, ça m'étonne d'ailleurs beaucoup, sur la glande pinéale. Alors cette glande pinéale fascine évidemment, puisque vous voyez un petit peu cette lumière incandescente que nous avons au centre de notre cerveau. Eh bien, cette lumière existe dans le cerveau. Il faut que vous sachiez que justement, tous, autant que nous sommes, nous avons tous cette petite lumière, cette grande lumière, au centre de notre cerveau. Car c'est ainsi que les neurosciences, avec beaucoup d'appréhension, vont tout d'un coup se rendre compte que cette minuscule glande qui se trouve au centre de notre cerveau, qu'ils ne mettent pas bien sûr avec de la lumière, bien sûr. Là ils penseraient que je suis complètement halluciné moi-même. Hein. Mais, eh bien, c'est une horloge interne. Oui, chers amis, votre cerveau, notre cerveau, fonctionne au rythme de la nature. Et nous avons tous, sans exception, cette horloge interne. Alors d'abord, voyez, voilà, ah bah tenez, je n'ai pas peur de le faire écrire.
Nous avons tous au centre de notre cerveau une horloge interne. Alors à quoi sert cette horloge interne? Quel est donc le rapport entre le rythme de la nature, des rythmes qui étaient étudiés dans le détail et dans la profondeur qui dépassait le monde de la matérialité par les alchimistes de la Renaissance? N'oubliez pas que les alchimistes de la Renaissance, ce sont eux qui ont permis de créer les sciences que vous avez aujourd'hui. S'il n'y avait pas eu l'alchimie de la Renaissance, vous n'auriez pas la physique quantique. Autrement dit, puisqu'on parle de transformation, on parle d'énergie. Quand on parle de transformation et d'énergie, nous sommes dans le monde physique. Et il ne faut pas confondre le monde physique, qui est le monde extérieur, avec le monde intérieur, qui est le monde des forces. Et justement, ce que nous a appris William James, c'est à mobiliser les forces de la nature que nous avons dans notre cerveau pour pouvoir entraîner notre cerveau. On vous parlera de ça au moment voulu. Nous avons tous au centre de notre cerveau cette fameuse horloge interne. Alors, il faut que vous sachiez que nous avons dans notre cerveau, oh là, je sais que ça va, il y en a qui vont bondir là encore. Là, c'est comme on va mettre cette conférence évidemment sur YouTube, je peux vous dire une chose, c'est que je vais avoir des commentaires incendiaires, comme pour ma première conférence. Eh bien, je vais vous dire une chose, c'est le cycle Soleil-Lune. Alors attendez, hein, le cycle Soleil-Lune, ce n'est pas de l'astrologie. Hein. Non, 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 c'est de la science. Le cycle Soleil-Lune va rythmer les cycles de 24 heures dans notre cerveau. C'est ce qu'on appelle les rythmes circadiens. Alors vous avez des gens qui se sont emparés de façon, comment dirais-je, ce qu'on appelle de vulgarisatrice, n'est-ce pas, des rythmes circadiens qui sont, attendez, ce sont des rythmes biodynamiques. Et c'est ainsi qu'on a créé une espèce de fausse science qu'on appelle les biorhythmes. Voilà. Mais le problème, c'est que les biorhythmes, ils n'ont rien à voir avec le cycle Soleil-Lune. Alors, autrement dit, ça veut dire que notre cerveau est renseigné à chaque instant où se trouve le Soleil, à quelle hauteur. Et puis quand la Lune va apparaître dans le ciel, alors on va voir qu'il va se passer un véritable orage dans notre cerveau. En effet, le cerveau va suivre le Soleil. Il va suivre le Soleil dans sa rythmicité. Autrement dit, il va être renseigné lorsque le Soleil va commencer à apparaître à l'horizon. Il va suivre le Soleil tout au long de sa course dans la journée. Il va avoir une rythmicité très puissante au moment où le Soleil est le plus haut dans le ciel, le zénith du Soleil. Eh bien, on va voir que ça va aller très, très, très loin parce que ce rythme Soleil-Lune va provoquer la veille et le sommeil. Et le rythme veille et sommeil marque notre quotidien. Alors, il faut que vous sachiez qu'il n'y a pas très très longtemps que nous savons, que les sciences le savent, que les neurosciences se sont penchées sur le sujet. Alors, les neurosciences acceptent les rythmes circadiens, mais pas l'action du soleil et de la lune. Par contre, et pourtant vous allez voir qu'ils vont bien être obligés, parce que quand on va voir qu'il y a les marées dans notre cerveau, on va bien être obligé d'accepter le soleil et la lune. Alors, le rythme veille-sommeil marque notre quotidien. Il faut savoir qu'il n'existe pas ni de centre de veille,
ni de centre de sommeil dans notre cerveau. Il n'existe aucun centre de la conscience dans notre cerveau. Il n'existe aucun centre de la mémoire. La mémoire, c'est une répartition dans tout le cerveau, on va le voir tout à l'heure. Et il faut savoir qu'il n'y a pas de centre du sommeil. Il n'y a pas de centre des émotions, n'en déplaise à certains. Et ce que je dis, ce n'est pas des choses que j'invente. On n'a jamais trouvé le moindre centre dans le cerveau. Alors par contre, comment se passe la veille et le sommeil? Ah ben ça, voilà qui est intéressant. C'est en observant les mouvements du soleil. Là, c'est un travail qui a été fait par la neuroscience. Ça s'est fait à l'université libre de Karlsruhe. Ça s'est fait à Nancy également. Et figurez-vous qu'on s'est rendu compte que le soleil déclenchait le processus d'éveil. Il a fallu attendre pratiquement 100 ans pour découvrir pourquoi. Alors ce pourquoi, c'est une production de 2 hormones. En effet, notre cerveau, quand le soleil se lève, va faire produire par... Je vais peut-être faire rire beaucoup, il y en a beaucoup qui vont m'en vouloir. Hein. Vous avez tous entendu parler d'un 3e cerveau dans le ventre, n'est-ce pas? Oui. Alors je ne sais pas s'il y a un 3e cerveau dans le ventre, mais ce que je sais, c'est que le cerveau, il est en relation permanente avec tout l'organisme. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un système immunitaire. Mais il est en relation en permanence avec l'intestin grêle. Et à partir du moment où le soleil apparaît à l'horizon, l'horloge interne du cerveau va déclencher une hormone qui est fabriquée par l'intestin grêle et qui s'appelle la sérotonine. Alors, c'est cette sérotonine, vous voyez, donc le soleil, il a son incidence. C'est la sérotonine qui nous permet de nous éveiller. La sérotonine va nous permettre de nous maintenir en éveil dans la journée, dans le mouvement diurne. Alors, on a dosé la sérotonine dans le sang. Donc, ce n'est pas quelque chose de mystérieux, là, hein, ce que je suis en train de vous dire là. Les amateurs d'Internet vont pouvoir aller se régaler et aller regarder ce qu'est la sérotonine. Je vous y invite. La sérotonine, donc, c'est une neurosubstance qui est produite par l'intestin grêle et qui renvoie toutes les forces de la sérotonine dans le cerveau. Et c'est ainsi que nous sommes éveillés. Autrement dit, quand vous entraînez votre cerveau avec la méthode de BMB 2.0, la méthode que j'ai inventée, vous allez avoir une libération de sérotonine. Alors, ce n'est pas rien. La sérotonine va non seulement vous tenir éveillé, mais elle va permettre d'empêcher la dépression. Autrement dit, on s'est rendu compte que lorsque la sérotonine est trop basse, c'est la dépression. D'ailleurs, c'est pour cette raison que les psychiatres prescrivent des médicaments qui permettent de stimuler la sérotonine. Alors, par contre, la sérotonine, donc, va obéir au rythme des saisons, puisque c'est le cycle solaire. Alors, dès que le printemps apparaît, la sérotonine est beaucoup plus active dans le cerveau. Alors, si l'on prend un dosage de sérotonine toute la journée, le matin, 2 heures avant le réveil, on commence à voir apparaître la sérotonine et la mélatonine diminue. Vous allez voir le rôle de la mélatonine. La sérotonine, donc, va augmenter au fur et à mesure de la montée du soleil dans le ciel. Vous retenez ça? Hein? Ça s'appelle de la cosmobiologie, ce que je suis en train de vous raconter là. Hein? Autrement dit, la sérotonine, on va la doser, on la connaît bien.
on a du mal à la reproduire chimiquement. Elle est très difficile à utiliser. Alors, nous allons avoir cette sérotonine qui va monter en intensité. On va trouver dans les dosages. Alors, au printemps, par exemple, on a beaucoup plus de sérotonine qu'en hiver. En hiver, nous avons le plus bas niveau de sérotonine. C'est quand même très drôle. Et vous voyez que la nature se renferme sur elle-même. Eh ben, elle a aussi le cycle sérotonine, sûrement. Voilà. Et donc, et les plantes ont une action solaire, ont une perception de la luminosité solaire. Alors, c'est la lumière du soleil. Alors, qu'on la voit ou la voit pas, il peut y avoir tous les nuages du monde. Vous pouvez être enfermé dans un fortin, ça n'a aucune espèce d'importance. C'est votre glande intérieure qui, elle, est au courant. Et donc, cette luminosité solaire, autrement dit, c'est les forces vibratoires de la lumière du soleil qui déclenche la sérotonine. Alors là-dessus, cette sérotonine, elle va monter donc en intensité. Son maximum, c'est en été, mais c'est aussi à l'heure solaire, midi vrai. Et puis ensuite, vous avez une décroissance immédiate dès que le soleil a atteint son point le plus haut. Immédiatement, vous avez une redescente de cette sérotonine. Vers 17 heures, on voit si aujourd'hui, par exemple, la Lune, elle ne se lève pas dans la nuit, elle se lève encore dans le jour. Et c'est très drôle, parce que c'est au moment où la Lune va apparaître dans le ciel que nous allons avoir une très grosse diminution de sérotonine pour laisser la place à une hormone de nuit qu'on appelle la mélatonine. Alors la mélatonine, c'est la neurohormone qui permet l'endormissement. Donc la mélatonine va suivre le mouvement de la lumière lunaire et son intensité maximale est entre minuit et 3 heures du matin. Puis ensuite, ça décroît. Et quand la sérotonine va apparaître, la mélatonine va disparaître. Voilà, vous savez tout sur le cycle sommeil et veille, sérotonine, mélatonine. Sachez que j'ai dirigé le laboratoire de neurochronobiologie appliquée qui n'existe plus, qui était financé par un des plus grands groupes pharmaceutiques et qui finançait ma recherche parce que j'avais une équipe de chercheurs pour trouver des médicaments pour dormir. Et c'est en remarquant que notre cerveau n'ayant pas de centre du sommeil, j'ai donc alerté ce grand laboratoire et ils m'ont financé une recherche sur la sérotonine et la mélatonine. Voilà. Il faut savoir que la mélatonine aujourd'hui, elle est reconnue comme étant la substance qui permet de dormir, mais je vous dis tout de suite, ce n'est pas la mélatonine qui est produite par le cerveau. On peut continuer. On est maintenant pour vous dire que cette horloge interne, non, on n'y est pas encore là. On n'est pas encore là. Non, c'est trop tôt là. Là, c'est prématuré là. Oh, vous avez un beau vie. Là, voilà. On peut aller. C'est tout simplement que le cerveau est renseigné à chaque instant du temps et de l'espace. Notre cerveau, chers amis, à tous, est renseigné à chaque instant de ce qui est en vous et de ce qui est autour de vous. Voilà. Et donc, la rythmicité maintenant, alors là, on va pouvoir avoir ce paysage de mer, là. Hein. Voilà. Bon, alors maintenant, n'allons pas trop vite. Oui. Combien de mouvements? Qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons une force en mouvement qui monte et qui descend. C'est ce qu'on appelle le flux lorsque la vague monte
le flux, c'est pas la marée, c'est la force en mouvement. Alors attention, ce qui est une énergie n'est pas une force. Autrement dit, dans notre langage, parce que si on prend le dictionnaire, le mot force, on va pouvoir le voir aussi dans tout ce qui est science et dans tout ce qui est matière, tout ce qui est technologie également. Non, on n'est pas dans ces termes-là. Il y a bien sûr des énergies très puissantes, mais il y a des forces. Alors cette force, elle vient d'où? Qu'est-ce qui déclenche la marée? Mais vous le savez, vous savez bien ce qui déclenche la marée. Mais bien sûr, n'allons pas nous mettre dans un secret de polichinelle. Alors pour certains, ce n'est que la Lune. C'est-à-dire ce qu'on appelle, alors là vous êtes sur la vraie loi d'attraction, hein, et pas la pensée positive et la loi d'attraction. Hein. Ouais. Là vous êtes sur l'attraction, une vraie attraction, une puissance. La Lune exerce une puissante attraction sur tous les éléments liquides. Autrement dit, vous avez 70% de liquide sur la Terre, ce sont les océans. Vous avez, dans les 70%, vous avez aussi des petites rivières, des petits fleuves, vous avez les étangs, vous avez tout ce que vous voulez. Vous avez même la flaque d'eau qui est à côté de chez vous. Et par contre, pourquoi voulez-vous que votre cerveau échappe à cette loi de la nature? C'est un travail que j'ai fait entre 1973 et 1980, que j'ai fait connaître en 2016, pardon, dans ma conférence « Tout ce que l'on ne vous dit pas sur le cerveau ». Alors, je ne vous dis pas les commentaires incendiaires que j'ai pu recevoir. Maintenant, c'est prouvé. Bon. Alors, en effet, notre cerveau a autant de liquide qu'il y a de pourcentage de liquide sur la Terre. Alors, n'y cherchons peut-être pas une comparaison trop facile, je n'en sais rien. Peut-être qu'il y a peut-être un lien, mais je n'en sais rien. Mais la seule chose que je sais, c'est que ce n'est pas seulement la force et non pas l'énergie, c'est la force d'attraction de la Lune sur les océans. Elle fait monter cette force en mouvement de la marée. Autrement dit, elle exerce elle-même une force sur une force. Et puis, on oublie aussi, et trop souvent, le rôle du Soleil. Car le Soleil a une force d'attraction considérable sur les océans. Et il ne faudrait peut-être pas oublier la Terre. Autrement dit, c'est le triptyque Soleil, Lune, Terre qui va créer sur notre Terre une force en mouvement. Et si le cerveau avait cette force en mouvement? Imaginez que le cerveau puisse, comme je l'ai dit dans ma conférence, qui a été vraiment l'objet de controverse, imaginez qu'il y ait un flux et un reflux dans le cerveau. Mais attendez, ça voudrait dire que nous sommes dans le même mécanisme profond et que nous avons l'attraction du Soleil, de la Lune, sur tout ce qui est la Terre. Soit nous restons là, avec une simple croyance, soit nous allons plus loin. Et ce plus loin, j'en parle dans mon livre La porte de l'intuition. Je viens de vous le montrer. Pour ceux et celles, et ils sont nombreux, qui ont lu mon livre, ils ont dû trouver cette force en mouvement des marées dans le cerveau.
mais c'est quelque chose de très récent. Mon livre n'était pas encore écrit, ou n'était pas édité, du moins. Et j'ai un ami, merci Pierre, il se reconnaîtra, j'ai un ami qui m'appelle un matin et qui me dit, dis donc, j'ai une grande nouvelle pour toi. Je dis, ah bon, il faut absolument que tu te procures le Figaro. Il vient d'y avoir une découverte, mais phénoménale, par une équipe de chercheurs qui viennent de mettre en évidence le mécanisme des marées dans le cerveau. Quoi? Oh, tu dis quoi? Oui, il m'a dit, t'entends bien. Et le flux et le reflux. Nom d'un chien. Alors, en effet, il faut savoir que cette découverte, qui est très récente puisqu'elle a moins de 6 mois, que cette découverte a été publiée dans une des plus grandes revues internationales de sciences. Aujourd'hui, ça n'a pas fait grand bruit dans l'interno. Hein. Non, là, je n'entends pas du tout. Je n'entends pas parler du tout dans les neurosciences de cette extraordinaire découverte. Hein, tu m'entends, Sophie? Ah oui, oui, tout à fait. Voilà. Bien. Alors, on va retrouver. Alors, le mécanisme des marées, en fait, ça démarre comment? Nous avons un liquide qui s'appelle le liquide céphalorachidien. Bon, ça, je crois que pour tous ceux qui sont intéressés par le système nerveux, le cerveau, comment dirais-je, ceux qui sont dans la santé, nos amis, eh bien, écoutez, je peux vous dire que vous le savez très bien. Le liquide céphalorachidien, il circule, il prend sa source dans le canal rachidien, qui se trouve dans la moelle épinière. C'est important, cette moelle épinière. Pourquoi? Parce que c'est à la sortie de la moelle épinière que se trouve la cellule souche qui va permettre aux neurones de se régénérer. Vous voyez, je vous dis des choses au fur et à mesure qu'elles me viennent. Alors, maintenant, là-dessus, parce qu'on pourrait en parler, on pourrait être encore là demain matin. Hein. Bon, mais, tout à fait. Voilà, et c'est ma mauvaise habitude. Bon, là, je vais essayer ce soir d'être un tout petit peu plus rapide. J'ai presque terminé. Oui. Alors, le mécanisme des marées, donc, ça veut dire que le liquide céphalorachidien qui prend sa source dans le canal rachidien va monter jusqu'au cerveau. Que lorsqu'il arrive au cerveau, il est arrêté. Il n'y a rien qui rentre dans le cerveau qui soit une substance, qui soit matière. En effet, vous avez une barrière qui est infranchissable. Autrement dit, si un virus ou une bactérie rentre dans un cerveau, c'est qu'il y a du danger. Ça veut dire que cette barrière, elle est détériorée. Un virus, un Covid-virus, ne peut pas rentrer dans un cerveau. Et cependant, il peut y avoir une contamination neurologique. Ça veut dire que la barrière infranchissable chez une personne saine est détériorée. Alors, ce qui va être très important, nous allons prendre un sujet sain. Vous, comment ça se passe chez vous? Le liquide céphalorachidien va monter jusqu'au cerveau. Il va monter comment? Ah! Et c'est là l'intérêt de la découverte. Il va monter par une force en mouvement. Et qui est identique à la force en mouvement de la marée. Alors, un cerveau laisse rentrer une force en mouvement, il ne laisse pas rentrer de l'oxygène. Il permet de laisser rentrer la force en mouvement de notre respiration, mais il va bloquer la respiration. Je le dis pour tous ceux qui croient que la technique 3N de ma méthode, c'est une simple technique de respiration. Non, ce n'est pas une technique de respiration.
C'est une technique de force en mouvement de la respiration. On fait monter le liquide céphalorachidien. Il monte jusqu'au cerveau. Le liquide céphalorachidien, à ce moment-là, il déferle dans le cerveau exactement comme lorsque l'océan déferle, vous voyez, dans les grandes marées, par exemple, ou autres, il déferle, il va traverser tout le cerveau. Et vous savez ce qu'il va faire? Il va nettoyer en profondeur votre cerveau. Imaginez qu'on trouve une technique qui permette de reproduire cette force en mouvement. Je l'ai. C'est le flux et le reflux de la respiration. C'est identique. Et alors, à ce moment-là, qu'est-ce que fait le cerveau? Il nettoie, mais tout en profondeur. Ensuite, il va repartir dans sa source, le canal rachidien, et il va entraîner avec lui pour mettre... Oh, allez, soyons un peu poètes. Il entraîne avec lui quoi? Toutes les charges émotionnelles qui sont dans le cerveau et qui l'encombrent, tous vos souvenirs, tous vos stress, tout ça, c'est inscrit dans votre cerveau. Et c'est le seul moyen que le cerveau a trouvé pour se libérer de tout ça. Autrement dit, il libère, il évacue les charges émotionnelles et il les renvoie jusque dans les profondeurs insoupçonnées de notre inconscient. Voilà. Donc, oui, je vois que on me dit attention. Alors, bon, attendez. Non. Oui, ça va trop vite. Directement, puisque tu as parlé de cette capacité naturelle à faire le tri et à neutraliser. Oui, alors, c'est une autre découverte qui s'appelle. Attends. D'accord. Bon, en finir avec le mythe des trois cerveaux, en effet, ça c'est très darwinien. Nous n'avons pas trois cerveaux. Notre cerveau, c'est une organisation, on va le voir, qui a 5 parties, dont une, maintenant, on va pouvoir le mettre, c'est le cortex préfrontal. D'accord. Alors le cortex, n'allons pas trop vite. Le cortex préfrontal, c'est une, comment dirais-je, c'est une organisation, c'est une région du cerveau qui est l'avancée frontale, qui a été confondue pour les neurosciences pendant très 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 longtemps avec le lobe frontal. Et cependant, ce n'est pas le lobe frontal, car c'est cette fameuse région qui a le pouvoir de transformer le système nerveux, le cerveau, qui a le pouvoir de régénération quand il faut régénérer les organes, régénérer le moral aussi, le mental, régénérer tout cela, régénérer nos pensées. Eh bien, il a ce pouvoir de régénération et de reconstruction, ce qui est détruit. Il a le pouvoir de guérison également. Il ne faut pas l'oublier. Et par les temps qui courent, ça peut être très utile. Alors, c'est donc, il est considéré comme étant le chef d'orchestre de toutes les fonctions du cerveau. Autrement dit, il a le pouvoir d'activer et de désactiver et de réactiver n'importe quelle fonction du cerveau. Alors, on a découvert que ce cortex préfrontal possédait plusieurs capacités. Voilà, on va mettre la première. La première, c'est d'avoir la mémoire sélective. Alors, voilà. Alors, vous voyez, apparaît là, ce que je vais vous commenter juste quelques instants, la capacité naturelle de... Alors, le cortex préfrontal a donc une région qui lui est propre, c'est la partie gauche de ce cortex préfrontal, c'est-à-dire là, vous pouvez mettre votre main comme ça, là, hein, et vous êtes à ce moment-là, au-dessous de votre main se trouve, alors ça, c'est pas moi qui l'ai trouvé, hein, se trouve comment dirais-je, la région du cerveau qui a la capacité à faire le tri de tout ce qui est mis en mémoire
et de faire le vide dans votre mental et dans votre esprit. Cette capacité du cerveau, elle ne fonctionne en principe pas facilement. Pourquoi? Parce qu'elle est sollicitée de façon consciente. C'est ce que j'expliquais hier, je pense qu'elle doit être d'ailleurs connectée. Bonsoir, notre amie Catherine. Et je montrais à Catherine hier que si on est face à une personne qui vous demande de raconter vos misères, vos souffrances, vos difficultés, vos problèmes, vous allez en effet faire appel à votre centre de tri. Mais il faut savoir que ça sera en mode conscient. Or, il faut savoir que tout ce qui est très, très lointain. Alors, prenons le monde d'aujourd'hui, c'est un monde d'information. On ne peut pas imaginer combien le cerveau va stocker d'informations en une heure. Alors, il va stocker des informations, il va stocker des surinformations et il va stocker des désinformations. Il va stocker les manipulations, les influences que l'on exerce sur nous, etc. Eh bien, il faut que vous sachiez que ce cerveau a cette capacité de travailler en mode subconscient et de faire le tri de tout ce qui est utile et pas utile pour vous. Alors, cela, je le propose parce que ça fait partie de ma méthode. J'ai trouvé des techniques, des exercices qui permettent de réactiver cette région du cerveau et de faire le tri de tout ce dont on a besoin et de tout ce qui est en trop dans notre cerveau. Alors, il est capable de faire le tri des pensées. Alors, attention, parce que si vous faites votre tri de façon consciente, vous allez éliminer les pensées que vous allez considérer comme étant négatives, mais pas le cerveau. Parce qu'il y a des pensées négatives qui vont être très, très utiles. Et ça, vous ne le savez pas de façon consciente. Vous avez aussi les sentiments. Vous savez, les sentiments qui sont positifs, les sentiments négatifs. Qui vous dit que les sentiments négatifs n'ont pas une action importante pour vous? Ensuite, vous allez avoir les informations, les apprentissages, vous aurez les expériences, enfin, etc., etc. Tout. Et tout est en mémoire, et c'est le centre ici que vous pouvez toucher avec votre main. Et si vous touchez ce centre, regardez bien, je vais vous faire une petite expérience ce soir. Je pense que beaucoup d'entre vous vont ressentir une chaleur. Là, vous voyez, là, en ce moment, je ne me laisse pas conditionner. Je ressens cette chaleur. Et si vous vous concentrez sur la chaleur, c'est une expérience que j'ai pour toutes les personnes que j'accompagne à titre individuel. Hein. Absolument. Toutes sans exception, ils me disent, écoutez, c'est simple, on a l'impression qu'il y a une espèce d'activité intense sous cette chaleur. Absolument. Voilà. Bon, maintenant, il a une autre capacité, ce cortex préfrontal. C'est la suite. Une autre capacité naturelle, c'est c'est de neutraliser et de libérer le vécu émotionnel et les traumatismes psychiques. Je propose d'apprendre à celui qui viendra vers moi dans des petits ateliers ou dans des ateliers d'accompagnement, eh bien, ce que je peux dire, c'est que quand vous sortez de la première séance, vous avez appris à nettoyer votre cerveau. Vous avez appris à reproduire le mécanisme des marées. Voilà ce que je voulais vous dire sur tous ces phénomènes. Et puis, il y a un pouvoir totalement méconnu du cerveau qui est, voilà, le cerveau, voilà les 5 étages. Ouais, on le retrouve vite. Là, on le retrouve ici. Le pouvoir méconnu du cerveau pour resynchroniser en permanence toutes ces fonctions. Alors, apprendre à trier, à sélectionner ce qui est utile pour vous, ce qui est essentiel, de ce qui ne l'est plus,
et de ce qui est encombrant pour le cerveau. Cela, je peux garantir un résultat, mais rapide et réel. Ensuite, vous avez vu, le cerveau est capable de neutraliser toutes les émotions violentes. Il est capable aussi de pouvoir, comment dirais-je, neutraliser et littéralement libérer et évacuer du cerveau tout ce qui est post-traumatisme. J'en ai tous les jours, avec des résultats surprenants, n'est-ce pas, Sophie? Oui, tout à fait. Mais Moi-même. surprenant. Pourquoi? Parce que Sophie y est passée. Donc, voilà. Oui. C'est donc elle qui peut vous en parler. Voilà. Donc, je pense que là, alors vous voyez, si nous avions les trois cerveaux de MacLean, le cerveau reptilien, ce serait ce tronc cérébral que vous voyez la base du cerveau. Vous voyez le cervelet qui est rattaché, là voilà. Là, le tronc cérébral, c'est ce qui est devant le cervelet. Il est fait en 3 parties. Alors, il est extrêmement important parce qu'il contient les mêmes neurones que ceux qui sont dans le tronc cérébral, dans le cortex préfrontal. Il a des noyaux de neurones disséminés et ce sont tous les noyaux de rythmicité. Rythmicité de la nature, rythmicité des saisons, rythmicité des marées, la rythmicité de la respiration, la rythmicité du cœur et la rythmicité du cerveau. Voilà. On peut passer à l'étape suivante, c'est-à-dire... Ah, alors, attention. Tout le monde vous parle du stress. Alors, le stress est certainement le pire ennemi de cette expansion neuronale. Alors, qu'est-ce que c'est que le stress? Il ne faut pas confondre le stress avec les tensions nerveuses. En effet, le stress, c'est un état de tension intérieure extrême et sur lequel on n'a que très peu d'action. En effet, il y a un amalgame. Quand on parle du stress, la plupart des personnes qui viennent à moi ne sont pas en état de stress. Ils sont dans un état de nervosité. Alors vous avez trois niveaux de nervosité. Vous avez la nervosité ordinaire, quotidienne. Vous avez les états nerveux aussi, parce que c'est des ressources nerveuses qui vont servir à agir pour les sportifs, pour quand vous travaillez, quand vous êtes dans l'action, c'est les ressources nerveuses du cerveau. L'état de nervosité va tirer sur les ressources nerveuses du cerveau. Alors, qu'est-ce que c'est que les états de nervosité? C'est le fait d'être sans arrêt en mouvement, de ne pas pouvoir s'arrêter, d'être sans arrêt en train de courir après le temps. Oh, je vais pas avoir le temps de faire ça. Oh là 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 là. Immédiatement, vous avez une tension nerveuse qui monte. Vous avez aussi tous les inquiétudes, les soucis, les préoccupations. Voilà. Alors, la plupart du temps, les états de nervosité se résolvent quand ils sont ordinaires, quotidiens. Là, ils ne portent pas conséquence sur l'état des ressources du cerveau. Par contre, si vous prenez un état de nervosité qui est continu, alors là, ça veut dire qu'à chaque fois que vous avez une tension nerveuse qui apparaît à votre conscience, vous avez tiré des ressources de votre cerveau. Et il arrive un moment où l'état de nervosité est tellement permanent que les ressources nerveuses du cerveau s'épuisent et ne se reconstituent pas facilement. La méthode que je fais pratiquer aux gens permet de ressourcer comment dirais-je, cet état, permet de refaire des réserves nerveuses. Alors, qu'est-ce que c'est que le stress? C'est un état extrême de nervosité. Autrement dit, on n'est plus dans une tension nerveuse avec le stress, on est dans un état de tension intérieure extrême.
Alors cet état de tension intérieure extrême, il a des actions très nocives sur la santé. C'est ainsi que je peux vous dire que j'ai l'expérience de 10 ans avec des personnes qui étaient dans un état de stress, mais morbide. Autrement dit, ils étaient très malades, ils avaient des cancers, et tous ceux qui venaient à moi étaient tous dans un état de stress, mais terrible. Et les conséquences sur la santé et sur l'immunité surtout, c'est qu'en effet, comment dirais-je, alors, l'état de stress va bloquer la production de nouveaux neurones dans le cerveau. Il y a un petit peu, va bloquer l'expansion, ce fameux, comment dirais-je, que l'on l'a dit tout à l'heure, la plasticité du système nerveux et du cerveau. Et puis, ça va bloquer le système immunitaire. Alors pourquoi? Parce que le système immunitaire, il est commandé par le cerveau. Quand tout va bien, les deux sont en bonne relation. Dès qu'il y a un état de stress, il y a rupture entre le cerveau et l'immunité. Et là, je peux vous dire que la personne est vraiment en danger. Alors surtout, ne croyez pas, mais vous n'êtes pas forcément en état de stress parce que vous êtes stressé. Vous êtes surtout dans un état peut-être très prononcé de nervosité. Moi, c'est tous les gens que je vois. Aujourd'hui, j'ai énormément de personnes qui me demandent un accompagnement personnalisé. Et là, je leur fais comprendre, je leur fais découvrir qu'en fait, que ce n'est pas du tout un état de stress. On leur a dit que c'était du stress, mais ce n'est pas ça. Du tout. L'état de stress, le mot stress, il est tellement banalisé, vulgarisé, il part toutes les sauces. Et c'est pas rien, puisque c'est un état de tension intérieure. Alors, monsieur William James, qu'est-ce qu'il nous dirait? Mais il nous dirait qu'avant toute chose, c'est que ça va détériorer le fonctionnement du cerveau. Le cerveau va se mettre en dysfonctionnement. Pourquoi? Mais parce qu'ils sont dans un état intérieur qui n'est pas bon. Autrement dit, ils sont dans un pessimisme, ils sont dans un fatalisme. Ça, on reconnaît à ce moment-là les personnes en état de stress. Et ils ne commandent plus rien. Autrement dit, le cerveau n'obéit plus. Car votre cerveau obéit à votre état intérieur. Si l'état intérieur est bon, ça veut dire que votre manière de penser est bonne. Si l'état, pourquoi? Parce que les pensées ne sont pas conscientes. Elles ne sont pas des formes, elles ne sont pas des substances. Elles naissent de l'esprit, elles naissent de cette intériorité. Et elles vont apparaître à la surface de la conscience difficilement. Elles vont apparaître par un ressenti profond que la personne ne va même pas pouvoir exprimer. Autrement dit, si le ressenti n'est pas bon, que va-t-il se produire? Le cerveau va obliger le système solaire, le plexus solaire, de transformer ce ressenti profond pour qu'il accède à la conscience. Il faut qu'il devienne sentiment. Autrement dit, quand on a le sentiment que quelque chose ne va pas, c'est que le ressenti n'est pas bon. Et nous allons avoir, le sentiment va se transformer en sensation. Et plus on va aller vers la conscience, vers le monde extérieur, vers ce que, M. William James, rappelez-vous, le monde extérieur est le reflet du monde intérieur. Et la méthode BMB 2.0 que tu as mis en place, Bernard Michel, c'est justement de prendre contact avec cet intérieur, de prendre contact avec ce ressenti. Tant qu'on ne l'a pas expérimenté, on ne peut pas vraiment c'est d'abord voir. de prendre conscience de soi. Si on n'est pas conscient de soi, ce n'est pas la peine de commencer. Mais comment peut-on prendre conscience de soi? Eh bien, c'est en faisant travailler votre cerveau que vous allez chaque jour devenir de plus en plus conscient de vous-même. Parce que ce que vient de dire Sophie,
c'est naturellement passer. Qu'est-ce que c'est que l'inconscient? L'inconscient, personne ne l'a jamais vu. Et personne ne le verra jamais. Tous ceux qui vous parlent d'une structure de l'inconscient, ce n'est pas du tout l'inconscient. L'inconscient, c'est lorsque la conscience, notre conscience, elle nous permet de vivre dans le monde extérieur. Là, nous sommes pleinement conscients. Par contre, quand nous tournons vers notre intériorité, le cerveau va obliger la conscience à s'intérioriser. Et au fur et à mesure, ça c'est l'entraînement mental du cerveau que je fais faire tous les jours aux personnes qui nous suivent. C'est-à-dire, je leur apprends à entraîner leur cerveau pour qu'ils fassent passer cette conscience du monde extérieur sur laquelle presque tout le monde se trouve. Et puis ensuite, c'est de suivre, parce que ce phénomène existe sans que nous en soyons conscients. Mais qu'est-ce que va faire l'entraînement du cerveau? C'est de rendre conscient un processus qui ne l'est pas habituellement. Autrement dit, on va suivre le déroulé. On va s'apercevoir que notre cerveau passe d'un état conscient-conscient, et puis on va voir que tout d'un coup, cet état conscient-conscient se transforme, transformation, nous dirait M. William James, qui est le fondateur de la neuroscience, sur lequel ma méthode se fonde sur tous les principes. Alors vous allez avoir donc ensuite le cerveau va passer d'un état de conscience conscient à un état subconscient conscient. Autrement dit, d'abord au départ, là c'est la plupart des techniques que l'on vous propose, qui existent, qui sont excellentes, elles sont la plupart du temps, ce sont des techniques qui sont à la fois subconscientes mais du côté conscient. Alors que ma méthode, alors pourquoi? Parce que ce n'est pas nous qui pouvons le faire de façon consciente. Donc, on va diriger notre cerveau pour qu'il oriente la conscience vers l'intériorité. Et il va falloir qu'il franchisse des frontières avant d'y parvenir. Ouais. Et alors, c'est lui, le cerveau, qui, par un entraînement quotidien de quelques minutes par jour, va vous permettre d'accéder à vos ressources intérieures. Et il faut savoir qu'un problème, sa solution va se trouver à l'extérieur de nous. Autrement dit, un problème, on va le résoudre avec des moyens traditionnels, classiques, avec notre rationalité, avec notre savoir, nos connaissances. Mais par contre, lorsqu'un problème se complique avec des difficultés, la solution se trouve dans le fond de notre cerveau, c'est-à-dire lorsque le cerveau accède aux ressources intérieures. C'est ce que M. William James dit, que le monde extérieur dans lequel nous vivons est le reflet de notre monde intérieur. Autrement dit, ça veut dire que la vie que nous menons, eh bien, est absolument et directement liée à notre manière de penser. Voilà. Exactement. Je pense que j'ai été un peu moins long que d'habitude. C'est parfait. Bien, pour toutes les personnes qui sont présentes, vous pouvez poser vos questions. On va prendre un quart d'heure là pour répondre à vos questions par rapport à cette conférence. Donc allez-y, je vais transmettre les questions à Bernard Michel. En attendant que vous posiez vos questions, il faut savoir que Bernard Michel propose là des ateliers justement pour pouvoir nettoyer le cerveau. Voilà, nettoyer, parce que à la base, c'est cet apprentissage de nettoyage du cerveau qui va vous permettre d'accéder ensuite au reste. Et apparemment, je suis le seul, apparemment, j'ai fait mon enquête, je suis le seul à disposer d'un ensemble de techniques qui permettent de vraiment faire un nettoyage des mémoires en profondeur. En profondeur, on est d'accord.
sur le replay, vous pourrez accéder, vous allez recevoir, donc comme vous êtes inscrit, vous allez recevoir un mail avec le replay de cette conférence et à l'intérieur, vous aurez accès aussi à ces ateliers ou d'un accompagnement individuel. Vous pouvez avoir 2 heures en particulier en individuel avec Bernard Michel. Et sinon, il existe donc ce forfait global où vous apprenez la méthode et en même temps, vous êtes accompagné individuellement avec Bernard Michel. Voilà. Alors, je vois que Valérie nous dit, donc bonsoir Valérie, ma fille de 15 ans n'arrive pas à maîtriser ses émotions et est régulièrement en état dépressif. Est-ce que votre méthode pourrait l'aider? Absolument. Ça, je crois que je peux pratiquement, bon, c'est difficile de garantir toujours à 100%, mais là, nous sommes dans ce qu'on appelle un état de nervosité très intense. Et cet état de nervosité très intense entraîne un état de déprime. Et donc, je pense que là, il y a le cycle sérotonine-mélatonine qui certainement doit avoir une action. Mais il y a quand même un point qui est peut-être important, et j'arrêterai là, c'est que d'abord, il y a beaucoup trop de choses qui peut-être encombrent son mental. Elle pense peut-être à beaucoup trop de choses et elle n'arrive pas à faire le tri elle-même et la sélection. Ça, je peux lui apprendre à sélectionner les choses importantes pour elle et ce qui est moins important. Ceci, naturellement, ne se fait pas du tout de façon consciente, ça ne se fait qu'avec notre cerveau. Et puis ensuite, naturellement, il y a des décharges émotionnelles, d'après ce que dit la maman, et ça, je dois dire que ça doit se régler, mais très facilement et rapidement. Merci. Donc Valérie, vous pourrez contacter directement par mail l'équipe de Bernard Michel. Vous l'aurez vous pourrez répondre. Mais dans pour le cette petite jeune fille, excuse-moi, pour cette petite jeune fille, il vaut mieux que ce soit l'accompagnement personnalisé. D'accord, l'accompagnement personnalisé. Il y a une durée qui est quand même de 6 mois. Nous avons Salah qui dit bonsoir. Pour ceux qui travaillent de nuit, quelles sont les conséquences sur le cerveau, sur la rythmicité, alors, je pense. Il y a une grosse conséquence. Hein. D'ailleurs, la mélatonine, elle a été au départ testée sur le travail de nuit et sur les décalages horaires. Autrement dit, voilà. Et donc, ils ont des problèmes de régulation de sommeil, ça sans aucun doute. Hein. Voilà. Et tous ceux, il y a donc une action sur le cerveau, ça sans aucun doute. Hein. Mais un cerveau a quand même une capacité d'adaptation qui est très grande. On ne lui connaît pas sa capacité d'adaptation, ce qui permet de dire quand même que le dysfonctionnement est peut-être pas aussi important qu'on pourrait le croire. Voilà. Ok. Il serait intéressant de pratiquer la méthode pour les personnes qui travaillent de nuit, parce que ça permettrait de réajuster la rythmicité du cerveau. C'est ça, de régénérer plus rapidement. La réadapter. La réadapter et de régénérer ou pas. Ok. Donc on a Marie-Françoise qui témoigne, Marie-France, pardon, par Marie-Françoise, l'accompagnement individuel de Bernard Michel Boissier et la méthode donne des résultats spectaculaires. Henri nous demande, compte tenu que nous ne sommes conscients que de 5% de notre activité cérébrale, que se passerait-il si nous devenions conscients à 100% de cette activité? Non, alors d'abord, nous ne sommes conscients que de 1%.
que pour arriver à 5%, on est déjà dans une expansion des neurones et du cerveau. Donc, si nous atteignions 10% de cette activité neuronale, nous serions pratiquement capables, d'abord nous ne serions plus du tout capables de nous adapter dans la vie de tous les jours. Pourquoi ? Parce que on croiserait quelqu'un, on saurait exactement ce qu'il pense, qu'il est. Non, on ne serait plus des humains. Donc, alors 100%, c'est hors de question. Pourtant, cher ami, le cerveau fonctionne à 100% en permanence, jour et nuit. Mais son accès à la conscience n'est que de 1, maximum 5%. Voilà, je pense avoir répondu. Oui. Martine demande quelle différence avec l'hypnose ? Alors, ça peut être intéressant. L'hypnose est une technique mentale qui nécessite, comment dirais-je, d'abord nécessite le recours à une personne, donc à quelqu'un qui est formé à l'hypnose. Et le problème, c'est que la personne qui va se soumettre à l'hypnose a des indications très précises. C'est une technique thérapeutique très intéressante, très importante, mais elle va nécessiter un transfert de conscience. Autrement dit, la personne ne sera pas du tout consciente et elle va être obligée de se soumettre à, comment dirais-je, aux directives que lui donne l'hypnothérapeute. Alors, d'où l'importance de bien choisir son hypnothérapeute. Alors, la différence, c'est que c'est pour ça qu'on a inventé l'auto-hypnose. Parce qu'on n'est pas conscient du tout de ce que l'on fait et du travail que fait le cerveau durant une séance d'hypnose. Donc, c'est pour justement répondre à cette non-conscience d'activité thérapeutique que c'est à Nancy qu'une équipe sous la direction du professeur Bernheim de Nancy. Donc, à la fin du XIXe siècle, a voulu, comment dirais-je, rendre conscient des techniques d'hypnose. Et on a appelé ça l'auto-hypnose. Voilà. Mais l'auto-hypnose est française, c'est pas américain. Monsieur Milton Erickson va, comment dirais-je, découvrir l'auto-hypnose aux États-Unis. Et c'est ce qui va lui permettre ensuite, après, de transformer, de rendre créative des techniques d'hypnose. Voilà. Nous avons Stéphanie qui demande si notre alimentation impacte-t-elle directement le bon fonctionnement de notre cerveau ? Réponse positive. Réponse affirmative. Parfait. Donc, nous avons plusieurs témoignages et Teddy nous dit la méthode BMB 2.0 permettant de produire de la sérotonine est-il préférable de la pratiquer le matin ou contre-indication le soir ? J'ai pas compris. En fait, Teddy demande s'il vaut mieux pratiquer la méthode BMB le matin ou le soir, en fonction de ce que tu as annoncé par rapport à la sérotonine. Non, mais là, il vaut mieux le matin. Il vaut mieux le matin, comme ça, on est bien éveillé pour travailler dans la journée. Ok, très bien. Donc, je crois que nous avons fait le tour des questions pour ce soir. À moins que vous en ayez encore quelques-unes, dites-moi. Donc, Teddy demande comment la partie consciente du cerveau sait-elle qu'elle a accès à la partie subconsciente ? Elle ne le sait pas. Je crois qu'il faut arrêter de penser qu'un cerveau puisse penser. Ça, c'est un des problèmes avec les neurosciences. C'est-à-dire, en fait, ils n'arrivent pas à dissocier
une personne d'un cerveau. Alors que dans la neuroscience, on considère que le cerveau, c'est une entité qui est créée par la nature, on y met tout ce que l'on veut dans le terme nature, et qui est là pour nous permettre d'apprendre, pour nous permettre d'exécuter des tâches, et puis pour d'autres multiples fonctions, mais il faut savoir que ce n'est pas le cerveau qui est intelligent, c'est la personne. C'est la personne qui est intelligente, et si la personne est intelligente, alors le cerveau se comporte en intelligence. Parfait. Christelle demande, est-ce que la pleine lune joue un rôle sur notre cerveau? Oui. Si oui, oui. Bah, je pense que tu as répondu. Oui. C'est très très connu. Oui, et éprouvé. Voilà. Mais écoutez, je vous dis à tous, alors pour ceux qui voudraient la méthode, bon, tu vois un petit peu, hein, donc là, vous pouvez en effet. Alors, j'anime des ateliers, des petits ateliers, là, pour ceux qui sont présents et qui sont intéressés par les petits ateliers, et dans lesquels vous avez le démarrage de tout ce que nous avons dit ce soir. Puis ensuite, alors, des accompagnements beaucoup plus longs, et puis la méthode en ligne, bien sûr, qui est là et qui est inséparable. Voilà. Inséparable, tout à fait. Je vais juste lire un ou deux témoignages pour terminer, pour clôturer, et je le redis, vous aurez dans le mail avec l'accès au replay, donc les accès aux aux ateliers, au forfait global et aussi aux accompagnements individuels à la carte. On a donc Claudine qui nous dit que bonsoir à tous, à tout le monde. D'abord, un énorme merci à Bernard Michel. Je pratique la méthode. J'étais dans une dépression qui m'a complètement paralysée dans tous les domaines de ma vie et grâce à la méthode, j'ai réussi à m'en sortir. Je fais également un suivi avec Bernard Michel qui est très patient et qui a un savoir énorme. Merci Claudine. Donc voilà, on a plusieurs personnes. Alors j'ai fait déjà des témoignages et voilà. Et moi, même personnellement, je suis suivie, je suis accompagnée par Bernard et je vois énormément la différence. Donc merci à vous toutes et à vous tous d'avoir été présents. Merci énormément Bernard Michel pour la qualité de ta conférence, la qualité des connaissances que tu nous livres et de nous permettre d'accéder à notre intérieur comme ça. Donc je vous dis à bonsoir et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.